Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger, je suis entouré de Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, vous n'êtes plus Manuel Valls dans la politique active, mais vous n'en êtes jamais loin. À coups de tribunes et de constats sans langue de bois, le briseur de tabous que vous êtes juge sévèrement et peut-être plutôt lucidement l'état de la gauche et plus largement le paysage politique et le rapport des Français à la démocratie. Vous publierez en janvier un livre consacré notamment à Éric Zemmour, intitulé Zemmour, l'anti-républicain. Nous allons bien sûr largement en parler, mais tout d'abord, la transformation prochaine, Manuel Valls, du pass sanitaire en pass vaccinal. C'est une obligation vaccinale déguisée, a reconnu hier Olivier Véran. Est-ce que ce que prépare le gouvernement est logique, cohérent de votre point de vue ? Oui, je crois qu'il y a une certaine cohérence. Je peux comprendre évidemment, je la partage d'ailleurs, le sentiment que ça ne s'arrête jamais. Sentiment de lassitude, d'inquiétude, notamment à la veille des fêtes de Noël et de fin d'année. Nous vivons avec la Covid-19 depuis déjà presque 2 ans, mais il me semble que nous devons continuer à apprendre à vivre avec ce virus, avec ses différentes mutations, et nous devons poursuivre, me semble-t-il, c'est ce que cherche le gouvernement, nous devons chercher à vivre avec cette stratégie qui est basée d'abord et avant tout sur la vaccination. Quitte à faire, certains le disent, est-ce que c'est votre sentiment, 2 catégories de citoyens, s'il y a un pass vaccinal, ou alors il faut se dire non, il y a encore des millions de Français qui ne sont pas vaccinés, il faut mettre la pression sur eux? Au fond, rappelez-vous de ce qu'on disait il y a presque 2 ans sur l'échec de l'Europe face notamment au monde asiatique. Nous étions en retard, nous étions déclassés. Et au bout de 2 ans, même si ce n'est pas fini, et je suis prudent, il faut être évidemment à la fois lucide et modeste face à ce que nous vivons, l'Europe aura réussi, la France donc aussi avec les autres pays, à protéger ses concitoyens et à protéger notre économie. Et il faut continuer évidemment avec cette idée en évitant à tout prix le confinement et d'autres mesures comme le couvre-feu. Donc ça veut dire qu'il faut mettre la priorité toujours sur les gestes barrières, donc il faut évidemment les rappeler, et il faut vacciner la population. Et donc la priorité doit être mise évidemment sur les différentes doses. Il y en aura d'autres de toute façon. Nous en sommes les uns les autres à la 3e. Mais aussi la priorité, ça doit être de vacciner ceux qui ne le sont pas. Et donc les choix qui sont faits notamment à travers le pass sanitaire depuis le mois d'août. On peut l'appeler pass vaccinal. Hein, et ça a été un choix, me semble-t-il, très important parce que enfin l'exécutif, pas pour jeter la pierre parce que c'est extrêmement difficile, a pris une décision forte, puissante, donnait plus le sentiment de courir derrière la Covid. Et s'il faut passer évidemment au pass vaccinal, après le débat qui va s'ouvrir au Parlement, si je comprends bien les annonces qui ont été faites par le gouvernement, il faut passer par cette voie qui ressemble en effet, mais moi j'y suis favorable, à la vaccination obligatoire. Mais on peut mener une campagne présidentielle dans de bonnes conditions, avec des meetings politiques par exemple soumis à un pass vaccinal? Nous vivons et nous allons vivre avec ce virus. De grandes démocraties ont décidé de leur avenir, je pense aux États-Unis d'Amérique, avec ce virus. Donc il faut vivre. D'ailleurs, j'avoue que je ne comprenais pas très bien, il y a quelques mois, les débats sur le report des élections régionales et départementales. J'ai vécu pendant 2 ans et demi en Espagne. Il y a eu des élections générales, régionales. C'était vrai en Israël, en Italie. Il faut sanctuariser ce moment. Oui, et évidemment, la démocratie, elle doit aspirer, grâce évidemment à vous, sur les réseaux sociaux, dans les meetings, dans le rapport. C'est difficile. Mais enfin, tout le monde est mis au même pied d'égalité. Moi, je pense que les Français, qui pour le moment ont d'autres préoccupations, et je peux les comprendre, sont suffisamment matures. C'est un grand peuple politique et démocratique. Donc, nous ferons avec. Il n'y a pas d'autre choix. On vient d'évoquer l'élection présidentielle. Une candidature nouvelle s'est envisagée cette semaine. Une déclaration d'envisagure, peut-être, de Mme Taubira. Est-ce que pour vous, la candidature annoncée, envisagée de Christiane Taubira est une bonne nouvelle pour la gauche? Disons, vous n'appartenez pas exactement à la même gauche. Est-ce néanmoins une bonne nouvelle dans les circonstances?
Je ne suis pas un commentateur politique, je suis toujours un acteur, bien évidemment, mais je ne suis plus membre du Parti socialiste depuis maintenant 2017. Je m'exprime sur l'état de la gauche et je reste étonné par cette idée de l'unité à tout prix, faisons l'union sans jamais s'interroger sur le fond et ce qui rapproche les uns et les autres. Alors que j'avais évoqué, l'expression a fait florès depuis, le fait que une des raisons de la crise de la gauche de gouvernement, mais pas seulement, était liée au fait qu'il y avait des gauches irréconciliables. C'est-à-dire que l'éloignement entre non seulement des hommes et des femmes, mais surtout les projets, la pensée, le regard sur le monde, sur la société française, les propositions étaient tellement éloignées que cette union était factice, était impossible. Et donc, la candidature possible, probable, conditionnée, je n'en sais rien, de Christiane Taubira, ne fait que rajouter, de mon point de vue, à cette confusion. Ça rajoute à la confusion. Donc c'est plutôt, à l'heure actuelle, une impasse pour la gauche qu'une bonne nouvelle dans le sens où une chance. Mais la gauche est dans une impasse politique, historique, majeure depuis des années. Alors c'est un phénomène global, mondial, n'a pas su tirer les conséquences, je ne veux pas m'étendre évidemment de la chute du mur de Berlin, n'a pas su trouver les réponses à la globalisation économique qui a mis en cause l'État-providence, l'État social sur lequel la social-démocratie européenne était assise, et surtout elle n'a pas su répondre au surgissement de l'âge identitaire commence le 11 septembre 2001, mais pas seulement. Et faute de ne pas avoir répondu à ces trois questions, elle s'est enfermée dans le passéisme, dans un pessimisme mortel. Elle n'a pas fait le travail pour se régénérer intellectuellement, et donc elle est dans une impasse. Et c'est pour ça que toutes les tentatives pour la sortir de son impasse, elles sont vouées à une forme d'échec, et parfois elles sonnent comme ridicules. Vous parlez de gauche irréconciliable, vous parlez de une forme de guerre civile idéologique à gauche. Des gens qui se disent tous de gauche, mais la gauche n'est plus une référence commune. Pour vous, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? En quoi la gauche est encore pertinente, tout en sachant qu'il y en a plusieurs? D'abord, oui, d'abord, il y en a toujours eu plusieurs. Il y a eu au moins deux grandes branches. La branche communiste et puis la branche social-démocrate qui avait fait le choix, et c'est très important évidemment, et d'une certaine manière elle a gagné historiquement de la démocratie. Moi je continue de penser que la gauche c'est le progrès collectif et individuel, c'est l'émancipation et pourquoi il n'est pas de porté chacun. alors par ces figures-là? C'est la lutte, nous y reviendrons, c'est l'identification, nous y reviendrons peut-être sur la question sociale, car les inégalités sont profondes dans notre pays, mais elle doit se réinventer. Enfin, le socialisme, comme théorie, est mort. C'est pour ça que j'avais dit que le Parti socialiste pouvait mourir où j'avais fait le constat de décès. Parce que la théorie... Attendez, c'est une nostalgie? Ah non, pas du tout. Non, mais qu'on soit clair pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a chez vous, avec ce constat, et il est vrai, il faut vous reconnaître, Manuel Valls, que vous tirez l'alarme depuis des années. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie? Certains diront peut-être aussi de rancœur à constater cela, ou est-ce que vous êtes dans un constat clinique, finalement, de quelqu'un qui se penche sur un cadavre? Oui, le grand cadavre à la renverse, c'est une expression de Sartre, reprise dans un livre par Bernard-Henri Lévy il y a déjà quelques années. Il faisait un constat particulièrement lucide et juste lui aussi. Il n'y a aucune rancœur chez moi. La politique m'a donné tellement de belles choses. C'est grâce à la politique que je suis d'une certaine manière devenu français. Et ce beau pays qu'est la France m'a permis d'être maire, député, ministre, Premier ministre et de penser voir à autre chose. Donc vous voyez, non, il y a une forme de tristesse. Mais c'est vrai que j'ai eu raison sur un certain nombre de sujets, sur la montée de l'antisémitisme dans les quartiers populaires, là où il y a une majorité de population arabo-musulmane. C'est vrai que j'ai fait le constat sur la situation de la gauche, mais parce que nous n'avons pas su nous renouveler, que nous sommes toujours avec les mêmes poncifs. Quand l'extrême droite monte, on croit que c'est à coup de no pasaran, l'expression des républicains espagnols, oubliant d'ailleurs qu'ils sont passés, les franquistes et les fascistes. Je note, c'est ce qu'a dit récemment Anne Hidalgo. Oui, mais tout ça, donc c'est tout le logiciel. Et puis, moi je pense que la gauche française, en tout cas, elle doit se régénérer. C'est en cela que Clémenceau, c'est en ça que Clémenceau est pour moi la référence sur la question républicaine. Vous le savez, Sonia Marbrook et les uns et les autres vous êtes exprimés. Moi, j'éprouve une immense tristesse
même si je savais que sa fin était proche. Quand nous avons appris hier la mort de Laurent Bouvet, enfermé dans cette terrible maladie de Charcot, donc d'abord je pense à lui, je pense à notre dernière conversation, à notre dernier échange, on va le dire ainsi, évidemment, Astrid et à ses filles. C'était un ami, donc je suis très triste. C'était aussi un penseur libre, un penseur de gauche, toujours réclamé de la gauche, un intellectuel et qui avait pensé l'âge identitaire, la tenaille identitaire, la sécurité culturelle. Et donc lui pensait, et c'est pour ça que nous nous étions retrouvés, que c'était vraiment autour de l'idée républicaine, de l'émancipation et sociale aussi, qu'il fallait que cette gauche cette gauche-là que vous décrivez, que Laurent Bouvet a tant défendue, que vous incarnez, pourquoi, c'est un constat aussi d'échec pour vous, pourquoi n'a-t-elle pas remporté la bataille des idées, la véritable bataille idéologique aujourd'hui? Parce qu'elle s'est fourvoyée sur la question identitaire. Elle a pensé que cette question était taboue, qu'il ne fallait pas la traiter, parce qu'elle risquait, je mets des guillemets, de favoriser la montée de l'extrême droite. Elle n'a pas compris que la question de l'islam, de l'islamisme dans nos quartiers était une question tout à fait fondamentale. Et enfin, elle a oublié qu'elle devait se réidentifier sur la question sociale des inégalités, notamment sur l'inégale répartition des richesses, qui, de mon point de vue, est inacceptable et qui fait que, à la fois sur les questions sociales et sur les questions sécuritaires, sur les questions identitaires, elle a perdu sur les deux tableaux des pans entiers, non seulement des couches populaires et des couches moyennes, mais toute crédibilité sur ce sujet. Vous rajoutez, et d'un mot, c'est qu'en plus la particularité de la gauche française par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est ce long remords du pouvoir, l'objet d'un très grand livre d'Alain Bergugneau et Gérard Grimbert, où son rapport au pouvoir est un rapport de non-acceptation, de non-assumation, du fait qu'on n'assume pas ce matin, dans le journal du dimanche, il y a cette tribune, Martine Aubry, Carole Delga, Stéphane Troussel, tous appellent à l'union de la gauche. Vous nous dites ce matin ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de socle commun, parce qu'il n'y a pas de projet commun. Ce sont des appels... Mais de quoi on parle Parce que union de la gauche pour union de la gauche, autour de quel projet, autour de quel programme et où? C'est quoi, à travers une réunion de chefs à plume? C'est impossible, tous l'ont dit. À travers la primaire dite populaire, j'ai quelques perles sur cette primaire populaire, puisque pour rentrer dans cette primaire populaire, il faut en accepter le cadre politique, et dans lequel ils nous disent planification de la sortie du nucléaire d'ici 2050 au plus tard. La gauche est divisée sur la question du nucléaire. Et j'ai même été surpris, étonné que Anne Hidalgo s'engage sur la question de la sortie du nucléaire. Abrogation des lois, sécurité globale, séparatisme et antiterrorisme, c'est-à-dire démunir l'État et la France face aux risques terroristes. Organiser un référendum sur l'écriture inclusive. Mais enfin, il faut lire ça, ce sont les statuts de la primaire populaire. Et je vous passe sur les formes. Et on organise une primaire, alors c'est impossible à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle, si les partis sont pas prêts, c'est difficile, ou alors il faut qu'ils demandent des conseils à Christian Jacob. Bon, qui a très bien organisé la populaire des Républicains. Donc, et sur la méthode, et sur la forme, c'est une incantation, et donc ça ne marchera pas, et donc la gauche est hors jeu, alors que ces idées, la République, la laïcité, la lutte contre les inégalités, la redistribution des richesses, le retour de l'État et des services publics, la critique de la mondialisation financière n'ont jamais été aussi nécessaires. Ça veut dire qu'il faut la réinventer sur les idées, les formes partisanes, elles viendront plus tard. On va continuer à en parler. Qui aussi, et puis comme dirait Albert Camus, cette gauche dont je fais partie, malgré elle, malgré moi, je suppose que vous faites sienne cette citation, évidemment. Et puis le paysage politique, on va en parler avec Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être en direct avec nous à la fois sur CNews et Europe 1 avec notre invité Manuel Valls. Vous venez de citer les conditions, les statuts de participation à la primaire populaire par rapport au nucléaire, un référendum sur l'écriture inclusive. Vous jugez que tout cela ne fait pas du tout, j'allais dire, honneur à la gauche, que ce n'est pas avec de tels statuts qu'on peut construire éventuellement un avenir à la gauche? Quelle idée même que chacun peut se faire de la gauche? En quoi elle est utile au pays? Enfin, ce qui est terrible du spectacle auquel nous assistons, c'est que peut-être pour la première fois de l'histoire, la gauche n'est pas en compétition pour gagner.
Elle est uniquement en compétition pour savoir qui des 5-6 candidats va arriver le premier à moins de 10%. Et donc, c'est un constat d'échec. Ça ressemble plus à un congrès qu'à un rapport direct aux Français, alors qu'ils sont inquiets, nous l'avons dit, de la crise sanitaire, alors que si l'économie va mieux, il y a quand même évidemment la montée des inégalités, qu'il y a une inquiétude sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation, et puis que nous vivons dans un monde instable. Quel est le regard de la gauche sur les questions migratoires, sur l'avenir de l'Europe, sur les grands mouvements planétaires entre les États-Unis et la Chine? Qu'a-t-elle à dire sur ce qui se passe en Ukraine, etc., etc. Où est cette gauche? Donc, il faut la réinventer intellectuellement, sur la base des idées, et ensuite viendra le temps, bien sûr, des formes partisanes. Mais aujourd'hui, cette gauche-là, ces gauches-là, pas l'idéal, pas les idées, mais cette gauche-là, elle est morte. Elle est même inutile au pays. Et c'est ça. Oui, elle est inutile parce qu'elle ne pèse pas dans le débat. Et donc, y compris moi, dans mes prises de position, j'essaie de faire en sorte, quand je parle de la gauche, quand je parle de sécurité, quand je parle de l'immigration, quand j'évoque la nécessaire répartition des richesses, eh bien, je parle du fond, parce que c'est cela que les Français sont attentifs. Parlons du fond un instant, justement. Les grands penseurs de gauche qui ont marqué véritablement les dernières décennies. Jacques Julliard, par exemple, Marcel Gauchet, des gens qui politiquement s'incarnent de ce courant aussi, c'est votre cas, sont plus favorablement accueillis aujourd'hui dans les pages du Figaro qu'au Monde. À certains égards, on vous a chassé de la gauche, comme si la gauche ne voulait plus de vous à gauche. Est-ce que vous voyez cette espèce de guerre, qui n'est pas qu'une guerre de mots, comme si d'une certaine manière la gauche avait fait une purge et vous n'êtes plus le bienvenu? J'ai ressenti donc pas comme un problème, mais que les plus beaux hommages à Laurent Bouvet, au-delà de ses amis, du printemps républicain et d'autres personnalités, je pense à Raphaël Enthoven, il y a eu des hommages il y a quelques jours par vous-même, Mathieu Bloc-Côté, et hier dans un magnifique papier d'Alexandre Devecchio du Figaro. Et c'est vrai que nous en parlions souvent avec Laurent Bouvet, il trouvait plus d'espace au Figaro, dans Marianne, et d'ailleurs d'une certaine manière, vous venez d'évoquer mon ami Jacques Julliard, qui est évidemment pour moi une magnifique référence républicaine, qui a été comme moi rocardien, qui est un penseur important, et qui est passé du Nouvel Observateur à Marianne et évidemment au Figaro. Et donc oui, parce que moi je crois au débat intellectuel, à la confrontation des idées, et ce qui se passe dans le monde intellectuel, alors qu'il y a un débat formidable en France, il faut aussi le reconnaître. Nous sommes un pays où le débat intellectuel est important, il ne faut jamais le caricaturer. Eugénie Bastier, qui est une penseuse de droite, avait un très beau livre sur ces débats intellectuels. Où sont les autres références? Et c'est vrai que souvent la gauche a pu fonctionner comme toujours par l'injonction, par des étiquettes. Si vous parlez d'immigration ou de sécurité, vous êtes facho, vous êtes maintenant zémorien. C'est une étiquette qu'on vous a collée, qu'on vous colle encore parce que aujourd'hui. j'ai trouvé les mots justes quand nous avons connu les attentats de 2015, parce que j'ai parlé de guerre que nous menait l'islamisme, parce que j'ai pointé le débat, le schisme au sein même de l'islam, parce que j'ai évoqué l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la jonction entre la gauche de la gauche et l'islam politique. Beaucoup y ont vu une trahison parce à que votre camp, parce à vos que j'ai idées, dit à vos que origines l'antisionisme politiques. était le nouvel antisémitisme, etc., etc. Oui, j'ai été cloué au pilori. Vous savez, je me rappelle d'une phrase de mon ami Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment Charlie Hebdo, par ses prises de position après les attentats, a été aussi attaqué par Edoui Plenel. Edoui Plenel nous a attaqué violemment. Caroline Fourest, penseuse de gauche, moi-même, Charlie, comme étant ceux qui menaient des campagnes contre les musulmans. Ils nous mettaient dans le dos une cible. Nous étions anti-musulmans, pas anti-terroristes, pas anti-islam politique, anti-musulmans. Donc oui, évidemment, c'est ça qui a divisé, c'est ça qui a créé ces gauches Mais comment on sort de ce piège? C'est un véritable piège. Si vous ne pouvez pas, vous et d'autres, appartenant à la gauche, dire des choses qui vous semblent être la réalité sans être étiqueté extrême droite ou fasciste, parce qu'il y a une véritable, j'allais dire, obsession sur ce sujet-là, comment vous allez arriver à vous en sortir? Comment faire entendre vos idées déjà dans votre propre camp avant de les faire entendre par tous les Français? C'est là où je veux être utile. Moi, je renonce pas. Ah.
parce que j'ai été touché, marqué, parce que j'ai failli me briser. J'ai eu ce besoin de distance par rapport à ce que j'avais vécu. Et d'un peu plus loin, je me suis rendu compte, fallait-il cela? Non, évidemment, combien j'étais français. Il fallait-il partir pour... Oui, mais on vous a posé 10 fois cette question. C'est un choix personnel, je demande uniquement, non pas qu'on comprenne, mais qu'on le respecte. Mais je suis profondément français, profondément patriote, profondément républicain. J'aime ce pays, j'aime son histoire, sa langue, sa culture. Et comme je dénonce, et ça c'est la grande idée de Laurent Bouvet comme de Gilles Clavreul, cette tenaille identitaire, c'est-à-dire des extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, et j'avais dans mon dernier livre parlé et d'Éric Zemmour et d'Assa Traoré. Assa Traoré qui a reçu d'ailleurs... Ça fait beaucoup réagir, on va en parler tout à l'heure. Qui a reçu d'ailleurs le soutien, il y a quelques mois, enthousiaste, de Christiane Taubira. Donc, elles sont là, toutes les ambiguïtés, ce sont d'ailleurs des ambiguïtés d'une partie de la gauche. Et face à cette situation, il ne faut pas renoncer, il faut être présent, il faut tenir malgré les insultes. Et oui, la gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui il faut arrêter l'immigration, qu'il faut arrêter sans doute et revoir... Arrêter. Arrêter. Oui, maîtriser ou arrêter? Ah non, c'est arrêter. Arrêter l'immigration. Oui. Arrêter. Dans une tribune dans le Figaro, il y a dans le Figaro d'ailleurs, vous voyez, il y a quelques mois, j'avais évoqué ces sujets-là qui sont majeurs. Je continue de penser, laissez-moi donc une minute là-dessus, que la priorité, c'est l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture et son histoire. Et deuxièmement, que le grand enjeu, il est pour l'Europe, à nos frontières communes, qui restent aujourd'hui très ouvertes, même si les efforts ont été faits par Frontex et qu'il y a des pays qui sont en première ligne, comme la Grèce, qui font le job. Mais on voit bien que là, il faut que ces frontières soient étanches. Mais justement, que le grand enjeu, c'est évidemment celui de l'Afrique qui va doubler sa population. Mais que si nous voulons sauver l'asile, l'accueil des étudiants étrangers, ça veut dire qu'il faut changer totalement notre politique d'immigration en matière d'abord d'expulsion, de reconduite à la frontière, qu'il faut instaurer des quotas. C'est un discours courageux de gauche ou c'est un discours de droite que vous tenez? Non, c'est un discours de gauche. Moi, mais pourquoi n'est-il pas de droite, si je peux me permettre? Pourquoi il y aurait un problème à ce que ce soit un discours de droite? De Vecchio écrivait sur Laurent Bouvet hier, pour lui, la communauté de pensée comptait davantage que l'appartenance partisane, les convictions plus que les étiquettes. Je m'en fiche des étiquettes. Je m'en fiche des étiquettes. Même de l'étiquette de gauche? Sur ces sujets-là, je suis convaincu que l'union nationale, l'union sacrée s'imposeront. Et donc sur ces questions d'immigration, qui en plus ont démontré une forme d'impuissance de tous les responsables politiques depuis 40 ans, si nous ne changeons pas en profondeur nos politiques, et il faudra peut-être y compris des évolutions constitutionnelles, donc une union très forte, y compris par rapport à l'Europe, ça veut dire qu'il faut là un changement profond. L'union sacrée, vous allez nous dire en quoi ça consiste, avec qui, comment, et est-ce que c'est le sursaut salvateur pour notre pays? Une courte pause et on se retrouve. Et notre invité en ce dimanche, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, pas loin du tout de la politique active, et encore plus quand on vous écoute ce matin, on est convaincu. Nicolas Barré, Manuel Valls vous pose cette question de la troisième partie. Avant la pause, vous évoquiez, Manuel Valls, l'arrêt de l'immigration. Sur ce sujet, comme sur la lutte contre l'islamisme, comme sur les sujets de sécurité, Emmanuel Macron est critiqué à droite pour son manque de fermeté. Dans quelle mesure est-ce que vous partagez ces critiques? Oui, mais ça, c'est précisément... ce que je ne veux pas faire, c'est rentrer dans le commentaire sur les petites phrases. Emmanuel Macron est issu d'un bouleversement politique qu'il a à la fois provoqué, mais c'est à la fois la cause et la conséquence de ce qui s'est passé en 2017, de la crise de la gauche et des déboires de la droite. Et donc son leadership, sa capacité de séduction, sa force d'entraînement sont là. Bien évidemment, il a dû faire face par ailleurs à des crises puissantes, notamment à la crise sanitaire. Mais il y a un échec. Et alors, c'est un échec qui est le sien, mais qui n'est pas seulement le sien, mais qui est un échec. Celui de ne pas avoir réussi à réconcilier les Français, c'est difficile, avec eux-mêmes et avec les institutions
et avec les élites de ce Certains pays. diront qu'après le quinquennat François Hollande, il avait fort à faire. Mais bien sûr. Et les autres, je ne Et dis pas seulement, mais non, c'est un mouvement de fond qui vient de loin. Sans doute en partie, mais pas seulement, depuis 2002 et du fait que Jacques Chirac n'avait pas réussi à tirer les vraies conséquences de ce qui s'était passé avec la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, l'élimination de Lionel Jospin. Mais ne faisons pas de l'histoire. Bien sûr que c'est difficile, mais ça veut dire tout simplement que, je pense, pour dire les choses autrement, que les deux grands enjeux politiques de cette élection présidentielle sont la recomposition de la droite ou des droites, le débat au sein de l'extrême droite, la candidature de Valérie Pécresse qui apparaît comme solide et une possible alternative. Alternative à qui? À Emmanuel Macron? Oui, bien. Certains disent que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pas votre Non, je avis. ne le crois pas, mais avec un débat au sein de la droite sur sa capacité. Je parle de Valérie Pécresse, que je connais bien, et qui est une femme de talent, une très bonne gestionnaire de sa région, avec une solide expérience, mais sa tâche, son objectif, sa difficulté, bien sûr, c'est d'identifier cette droite républicaine sans jamais rien céder à l'extrême droite. Et de l'autre côté, c'est cette capacité du président de la République à élargir, à ne plus gouverner à seul. l'extrême droite? On dirait que vous êtes l'arbitre des élégances de ce qui est républicain, pas vous personnellement, mais certains disent ne rien céder à l'extrême droite. Mais quel serait, j'allais dire, le geste ou le fait que pourrait faire Valérie Pécresse? Les alliances. Les alliances avec... Les annonces, elle ne l'a jamais dit, et d'ailleurs, le Parti des Républicains tient bon sur cette question-là. Là, il y a, de mon point de vue, en effet, je mets des guillemets, des droites irréconciliables. Mais on ne pourra pas refaire. Le président de la République ou la présidente de la République, dans quelques mois, sera élu, mais au premier tour, il ou elle aura fait 23, au mieux entre 17, 18 et 23. Et c'est le problème, me semble-t-il, depuis déjà plusieurs quinquennats. On gouverne ensuite grâce à la mécanique du scrutin majoritaire, avec une très grande majorité, mais qui ne correspond pas à la réalité. C'est pour cela que je pense que sur un certain nombre de sujets, il faudra trouver les conditions de cette union sacrée que j'évoquais. Et vous parlez justement d'union sacrée. Le score, pour l'instant, Le Pen-Zemmour, ça fait environ 30%. Est-ce imaginable? Une union sacrée des Français sans à peu près 30% de la population qui manifestement a les mêmes inquiétudes que vous, même s'ils n'ont pas la même réponse. Alors je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels cette union sacrée, est-ce que c'est à travers le gouvernement, à travers des pactes au Parlement, dans un rapport au pays? Oui, sans doute c'est tout cela. Sur l'Europe, sur le nucléaire et la lutte contre le réchauffement climatique. Sur la retraite, parce qu'il va falloir prendre une mesure d'âge. Sur l'arrêt de l'immigration, par exemple, sur l'islamisme, il y a de la place pour ce que vous appelez l'extrême droite dans votre union sacrée? Sur l'école et sur l'immigration, notamment, je l'évoquais il y a un instant. Ne pas comprendre qu'une grande partie des Français sont inquiets depuis longtemps sur ces sujets-là et que le succès, notamment d'Éric Zemmour aujourd'hui, doit à cette préoccupation, au sentiment qu'on ne s'en est pas occupé, serait évidemment absurde. Mais sur la vision du monde de la société, sur les solutions, sur le fait que ce discours, celui d'Éric Zemmour, porte la division et la confrontation, au-delà des controverses historiques, ça aussi c'est évident. C'est pour ça que je suis convaincu que les républicains des deux rives, que non seulement les grandes formations politiques, mais les grands courants de pensée républicains doivent s'accorder pour traiter ces questions. Prenons la question... Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Ce n'est pas ça? Alors peut-être que vous considérez que c'est du débauchage de gauche et de droite, mais il a voulu en tout cas Mais tout le monde a fait du débauchage. Mais c'est pas ça l'union sacrée. Avant. Non, je pense que comme le dit d'ailleurs, je crois que lui parle plutôt d'union nationale, comme le soulignait dans une belle tribune Jacques Julliard que nous avons cité tout à l'heure, précisément, il propose qu'on s'accorde sur un certain nombre de sujets. Évidemment, les responsables politiques disent non, et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, sur l'immigration, moi j'appelle à reprendre le contrôle de notre politique migratoire avant que l'extrême droite ne prenne le contrôle de notre pays. Et donc il faut appuyer sur le bouton stop. Il faut faire une pause. Quand vous dites faut stop, c'est-à-dire un moratoire, stop. Avons-nous besoin de nouveaux immigrés? Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration de ceux déjà présents sur notre sol? Oui, et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de l'assimilation. Mais prenons les sujets. Droit d'asile, il faut le préserver. Mais il faut lutter contre sa dénaturation par une très grande fermeté et en expulsant, reconduisant à la frontière ceux qui sont débutés. Accueillir des étudiants étrangers, évidemment, nous devons former les élites du monde et en luttant contre les abus. Si nous avons besoin sur tel ou tel secteur d'une main-d'œuvre étrangère,
alors à ce moment-là, il faut une politique de quotas. Il faut reconduire les migrants en situation irrégulière à la frontière. Et c'est extrêmement difficile là-dessus, alors. Mais je pense que c'est la ligne qui doit être adoptée pour la France. Il faut suspendre le regroupement familial et notamment les mariages, puisque c'est la principale source aujourd'hui de l'immigration et de la constitution de ghettos dans nos quartiers et dans nos villes. Ce matin, moi j'ai l'impression d'entendre pas du tout un retraité de la politique, mais plus que quelqu'un d'actif, même quelqu'un qui envisage. Et là, il ne s'agit pas de savoir dans quel gouvernement vous pouvez rentrer, mais quelqu'un qui a une ambition, une vision, une volonté. Je ne sais pas s'il faut dire candidature, un projet. Il faut que nos frontières de l'Union européenne soient étanches. Donc ça veut dire qu'il faut traiter l'asile sur place, il faut des hotspots, il faut évidemment, il faut tout un travail sur les empreintes digitales ou sur la reconnaissance faciale de tous ceux qui veulent rentrer. Donc c'est des sujets graves. Mais sans mauvaise foi aucune, qu'est-ce qui vous sépare de Marine Le Pen sur cette question? J'ai l'impression d'entendre un programme commun que vous partagez. Certainement pas la même histoire politique, pas la même culture politique. Vous voyez, et tout à coup des amis de gauche qui me veulent du bien me diront ça y est, tu vois, on t'a mis de nouveau l'étiquette. C'est ça la malveillance, c'est-à-dire que sur du programme, le propre d'une union sacrée, c'est de s'entendre avec des gens qui ne sont pas de notre côté à l'origine. Moi, je m'en fiche. Marine Le Pen, je sais ce qu'elle pense sur l'Europe, sur notre pays. Je pense que, comme le discours d'Éric Zemmour, c'est un discours passéiste. Mais c'est pas parce qu'ils disent un certain nombre de choses. Moi, je vais m'interdire de dire et de proposer ce qu'il faut pour mon pays. Je vais prendre un autre exemple en un mot sur un autre sujet. Les revenus des plus aisés continuent de progresser dans cette période, y compris durant la crise. Les salariés, même les plus diplômés, se précarisent. Les ménages français ne sont pas à l'abri de l'appauvrissement, même si la situation économique va mieux. C'est tout le paradoxe, puisqu'ils consacrent de plus en plus d'argent au logement et à l'énergie. Elle augmente. Il y a la préoccupation dans tous les pays de l'inflation. Plus d'un jeune actif sur deux occupe aujourd'hui un emploi d'intérimaire ou de salarié à contrat de durée déterminée. Donc, il faut attendre aujourd'hui 6 générations, vous vous rendez compte, en France, pour que les descendants, les familles les plus modestes puissent se hisser au niveau du revenu médian de notre pays. Désolé de ce diagnostic, que faut-il faire? Donc là, ça veut dire, et c'est un des éléments, me semble-t-il, de l'union sacrée qui va au-delà des formations politiques, il faut une conférence puissante sur la question des salaires, du pouvoir d'achat et de la redistribution. On vous entend sur certains sujets. Donc, sur et ces sujets-là, qu'une partie de nos téléspectateurs et auditeurs seront d'accord avec vous, mais l'union sacrée, ce n'est pas la culture. Et vous connaissez la différence entre les pays. Ce n'est pas la culture de la France. Avec qui voulez-vous la faire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, moi, c'est un appel à tous les responsables. C'est un appel à tous les responsables. Je prêche peut-être dans le désert, mais quand on parle, écoutez, il a été possible. C'est la question de la lutte contre le terrorisme, malgré ici ou là des différences. Eh bien, les circonstances pour le pays sont exceptionnelles. Sur la question de l'immigration ou sur la question des inégalités, je pourrais rajouter celle de l'école, des retraites ou du nucléaire, je l'ai déjà dit, il faut cette union avec les partenaires sociaux et les élus. L'un des problèmes du début, notamment du quinquennat d'Emmanuel Macron, le sentiment qu'il s'affranchissait de ce qu'on appelle, c'est pas un joli mot, les corps intermédiaires, c'est-à-dire les élus, les partenaires sociaux, c'est-à-dire tout ce qui fait respirer une société française qui elle-même est très fracturée, vous le disiez les uns et les autres depuis des années. Donc on a besoin de cette unité. L'union sacrée sonne comme un consensus. Non, parce que ça peut aboutir à des formes de coalition allemande, mais ça n'est pas en effet la culture française. Mais sur ces sujets, vous vous rendez compte s'il faut faire par exemple des évolutions constitutionnelles sur la question du regroupement familial et des mariages, par exemple. S'il faut une forme de bras de fer, parfois, avec les institutions de l'Union européenne, eh bien, il faudra, là-dessus, se retrouver, y compris pour des réformes constitutionnelles qui n'ont même pas été possibles au cours de ce quinquennat, alors qu'Emmanuel Macron avait une très large majorité à l'Assemblée nationale. Mais une petite question, un mot seulement. Qui n'est pas le bienvenu dans l'Union sacrée, alors? Tous ceux qui tournent le dos à l'idéal et aux valeurs républicaines. Mais tous s'en réclament aujourd'hui. Oui, mais moi, laissez-moi la possibilité de dire que l'extrême droite et l'extrême gauche, les deux bouts de la tenaille identitaire, aujourd'hui, ne peuvent pas se retrouver. Je ne parle pas des Français. Je parle des formations politiques, des leaders, de ceux qui eux-mêmes, d'ailleurs, depuis des années, critiquent le système. Non, là, je pense qu'il faut... La grande confrontation, elle est là, entre cette vision de la République, mais la nécessité, en même temps, de traiter... Écoutez, l'extrême droite ne veut pas gouverner.
Elle veut uniquement surfer sur les problèmes des Français. En tout cas, ceux qui ont gouverné ou qui aspirent à gouverner doivent se retrouver. D'ailleurs, il y aurait même une place, s'ils y réfléchissaient un peu, pour faire valoir leurs idées, notamment sur la lutte contre les inégalités, pour la gauche réformiste. C'est-à-dire au moins de peser sur ces idées. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, vraiment, sur ces questions-là, peu importe les étiquettes, l'immigration, quand elle n'est pas contrôlée, quand elle aboutit à créer des ghettos, cet apartheid territorial, social, ethnique que j'avais dénoncé des années, elle touche qui d'abord ? Elle touche pas les habitants des beaux quartiers. Les classes populaires. La sécurité, elle touche qui ? Elle touche les plus modestes et les plus fragiles dans notre société. Donc quand on est de gauche, on s'intéresse à qui ? À ceux qui subissent et les inégalités sociales, et l'insécurité, et l'immigration non contrôlée, et des logements sociaux qui ne sont plus adaptés. Donc quand on est de gauche, on s'intéresse à tous les sujets. Et on ne doit pas avoir peur de l'extrême droite. L'extrême droite, on l'affronte, les yeux dans les yeux, sans peur, mais avec des propositions pour convaincre. L'extrême droite, vous allez nous le dire, parce qu'il faut aussi nommer les risques selon vous. En tout cas, les menaces à vos yeux, elle paraît assez claire. Votre livre à venir à apparaître s'intitule Zemmour, l'anti-républicain. Vous nous direz pourquoi il est anti-républicain. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Et avec notre invité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui propose ce matin une union sacrée et qui publiera en janvier, bientôt, un livre qui s'intitule Zemmour, l'anti-républicain. Nicolas Barré. Et Éric Zemmour a lancé sa candidature à la présidentielle sur le thème notamment du fait que la France était, selon lui, en danger de mort. Et c'est pourquoi cette élection, selon lui, est cruciale. Quel diagnostic portez-vous sur cette proposition ? La France n'est pas en danger de mort. Elle fait face évidemment à des défis considérables. Mais parce que je suis français, patriote, je pense que la France a des atouts pour faire face, à condition qu'elle se réforme, mais pour faire face aux grands défis du monde. Écoutez, nous sommes pays avec une histoire et une culture incroyable. Notre langue rayonne dans le monde. Je ne vais pas l'évoquer un Québécois ici. Mais ici, il y a les risques de l'écriture inclusive. Vous l'avez vous-même. Mais il y a les risques de l'écriture inclusive. Donc, est-ce que le diagnostic d'un danger de mort est nous vraiment sommes toujours éloigné une grande puissance économique et industrielle, même si évidemment là-dessus des changements sont importants. Nous comptons toujours, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité et que nous avons la dissuasion nucléaire. C'est pour ça que l'affaire du nucléaire elle est liée, est extrêmement essentielle. Nous avons des questionnements, des remises en cause sur ce que nous faisons en Afrique, mais sur tous ces sujets-là, nous devons peser. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude sourde dans le pays depuis des années, sur, au fond, une perte de puissance, sur un risque civilisationnel. Une perte d'identité aussi ? Une perte d'identité, bien évidemment. Un déclin justifié ou pas, je ne sais pas. Avec évidemment, parfois avec des éléments justifiés ou non, même si les courants déclinistes ont été toujours puissants depuis la fin du 19e siècle dans notre pays. Et puis, les idées, vous m'interrogez là-dessus, d'Éric Zemmour, elles sont là. Ce qu'on a appelé la zémorisation des esprits, elle est bien avant Éric Zemmour lui-même. Regardez le sondage IFOP qui a été commandé par la LICRA, qu'il ne faut pas condamner, a mis en lumière des phénomènes extrêmement préoccupants. 57% des sondés approuvent la vision d'un peuple notamment de race blanche. Presque autant considèrent que les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, et la moitié acquiesce à une description du grand remplacement. Donc cette inquiétude, elle est là. Déclassement social aussi dans les territoires urbains. Et ça veut dire quoi ? Qu'il a gagné la bataille d'une partie des classes moyennes. Oui, culturelle, parce que au moins dans la Éric campagne Zemmour, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire Comment vous le définissez ? À la fois, il fait une analyse de l'histoire, et il fait des propositions pour la France, mais il veut gagner la bataille culturelle en faisant référence à Gramsci, ce penseur communiste italien qui pensait qu'il fallait d'abord, avant de gagner la bataille politique... Il veut gagner la bataille politique. Il veut gagner d'abord la bataille des idées, la bataille culturelle et donc la bataille politique. Et c'est parce qu'il est rentré sur le terrain politique qu'il faut le combattre. Non pas en l'insultant, non pas en le menaçant, c'est ce qui se passe, il est particulièrement protégé, je sais combien c'est lourd d'être protégé ainsi toute la journée, non pas en l'empêchant d'être candidat, mais en affrontant sa vision de l'histoire
qui puise ses sources dans tout le combat anti-républicain, que ce soit sur Dreyfus qui ne serait plus innocent, sur Pétain qui serait l'égal de De Gaulle et qui n'aurait pas livré les Juifs français, sur sa vision de la guerre d'Algérie, sur sa vision du déclinisme, sur les fractures de la société française, nous sommes en total désaccord. Mais il faut l'affronter sur le fond et sur les propositions. Mais qu'est-ce que ça veut dire être anti-républicain? Je m'explique. Marine Le Pen, environ 15%. Éric Zemmour, 15%. Jean-Luc Mélenchon, 10%. Je comprends que vous avez dit on refuse, l'arc républicain ne les intègre pas. Est-ce que ça veut dire que 40% des Français aujourd'hui sont tentés par l'anti-républicanisme? Et non, il faut les convaincre. Mais sont-ils tentés par attendez, l'anti-républicanisme? Le choix, le vote de tout citoyen dans une élection libre et démocratique a des conséquences. Michel Rocard disait les Français ont une intelligence confondante. Et il avait bien raison. Chaque citoyen qui réfléchit, qui participe au débat, même s'il y a aussi un risque d'abstention, ne l'oublions pas, a un rôle. Donc, le rôle des responsables publics, des intellectuels, des observateurs, mais le rôle d'abord des responsables politiques, c'est de convaincre ces électeurs qu'ils font un mauvais choix, que ce choix est dangereux pour le pays. Il ne s'agit pas de les stigmatiser comme on dit aujourd'hui. Il s'agit... Monsieur Valls, il s'agit du fait qu'ils rejoignent. Les leçons qui ont été données, les leçons de morale, etc., apparemment une partie des Français... Mais moi je ne suis pas dans la leçon de morale. Je mène le débat politique et historique, c'est le sens de ce livre que j'espère les Français découvriront dans quelques semaines. Et je propose aussi un récit, j'allais dire un contre-récit, un récit républicain, national, avec un certain nombre de propositions pour remobiliser autour de cette idée d'union sacrée et pour remobiliser autour des valeurs de la République. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il y a eu des moments dans l'histoire de France, à la fin de la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, autour de Clémenceau, autour de De Gaulle, où on a réussi à remobiliser toutes les forces. Être anti-républicain aujourd'hui en France, 2022, pas 1958. C'est détruire la France des Lumières, humaniste, ouverte et tolérante. C'est ça la pensée profonde d'Éric Zemmour dans tous ses livres. Je m'étais déjà exprimé en 2014, au moment de la publication de son livre sur le suicide français, où précisément sa vision, l'idée que l'histoire de France est continue, il a raison de ce point de vue-là, mais pour considérer que la République qui apporte la démocratie, l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit de vote, n'est au fond chez lui qu'une parenthèse. C'est là où il y a un désaccord. On a compris, les désaccords c'est un océan de désaccords. Mais comment le combattre concrètement? Vous avez parlé d'histoire, on y est sensible, et très certainement une partie des Français également. Mais vous avez évoqué des sujets plus prégnants. Nous sommes dans une crise sanitaire, il y a des inégalités fortes, une peur de déclassement pour nos enfants. Comment le combattre sur ces sujets-là, finalement, qui sont de préoccupations quotidiennes? Sonia Mabrouk, c'est grâce à vous trois que je l'ai fait ce matin, même s'il manquera encore du temps, quand j'ai abordé les questions des inégalités sociales et la répartition des richesses. Candidat. Non. Eh ben oui, donc comment? Oui, qui porte ce combat? C'était ça ma question aujourd'hui, finalement. Parce que personne, au fond, ne s'identifie totalement. Je regarde avec intérêt ce que dit Valérie Pécresse, et je regarderai évidemment avec intérêt ce que dit Emmanuel Macron. J'ai voté pour lui au premier et au second tour en 2017. J'ai appartenu à sa majorité pendant un an, pendant que j'étais député. Mais je suis convaincu que si nous ne sommes pas capables de régler ces questions tout à fait fondamentales, et d'ailleurs d'une certaine manière reconnaissons que sur un certain nombre de sujets, le regard sur la société, la lutte contre l'islam politique, la nécessité de prendre à bras-le-corps ces sujets-là, Emmanuel Macron a évolué. Moi, j'ai pas changé. Vous serez ministre dans quelques semaines? Dans quelques mois? Vous savez, cher Mathieu, pardon de cette intimité, mais j'ai déjà été ministre et Premier ministre. Vous pourriez le redevenir? On peut toujours le redevenir, on peut toujours servir son pays, j'ai envie de le servir. Vous sentez bien que parfois j'ai les fourmis au bout des doigts et dans les jambes, mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on gagne un peu de liberté, parce que je suis aussi un homme libre, comme l'était Laurent Bouvet, à qui je pense encore davantage au cours de cette émission, c'est précisément pour m'exprimer fortement sur ces sujets-là. Si c'est pour répéter les jeux politiques qu'on a connus jusqu'à maintenant, on recule pour mieux sauter. Un candidat dit républicain l'emportera. Mais la prochaine fois, il sera submergé. Donc parce qu'il y a urgence pour mon pays, je propose cette union sacrée. Et moi, je veux, dans le débat d'idées,
Et puis dans l'engagement politique, y prendre tout de ma part. On l'a bien compris ce matin. Je corrigerai presque d'ailleurs mon introduction en disant que vous êtes vraiment dans la politique active, en tous les cas, avec cette proposition. Je rappelle le titre de votre ouvrage, à paraître bientôt, Manuel Valls, aux éditions L'Observatoire. Zemmour, l'anti-républicain. Et on va s'associer à vous, évidemment. Hommage à Laurent Bouvet. Pensez à sa famille, ce politologue, penseur également, grand défenseur de la gauche républicaine. Évidemment, un hommage à ce qu'il était, à ce qu'il a incarné. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci à mes camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Boré. Bon dimanche à vous sur nos antennes, CNews et Europe 1.